Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de présentation des notes de cours sur le chapitre déterminant et orientation. Un rapide rappel de ce qu'on a vu dans la première vidéo. Ici on est dans le sommaire. On avait vu notamment tout ce qui concerne le déterminant et l'orientation dans R2. C'était pour partie des rappels du chapitre 9, Introduction à l'algèbre linéaire. On avait vu l'équivalence entre la non-nullité du déterminant d'une matrice et l'inversibilité de cette matrice. Et puis on avait vu une méthode pratique de calcul du déterminant en triangularisant la matrice. Donc on avait vu l'effet d'opération sur les lignes et sur les colonnes, l'effet sur le déterminant, ce qui permet de triangulariser la matrice, et le fait que pour une matrice triangulaire, le déterminant est égal au produit des coefficients diagonaux. Donc cette première vidéo, c'était vraiment le kit de survie minimal sur les déterminants. Le but de cette seconde vidéo, ça va être de présenter essentiellement la partie plus théorique. Donc toute cette partie 2 qui va nous permettre d'approfondir votre compréhension de ce que c'est le déterminant en toute dimension, de manière un petit peu plus formelle. Mais vous allez voir, ça reste quand même un sujet à la fois très concret et assez joli, j'espère. Donc normalement c'est un bout de cours un peu formel, mais quand même assez attractif. Et on va tout de suite à la première sous-section, volume d'un parallélotope, caractère n linéaire alterné. Donc c'est des mots qui font un peu peur comme ça. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc qu'est-ce que c'est le but de la théorie des déterminants, si on veut, si on veut appeler ça une théorie, c'est de généraliser en toute dimension ce qui est en dimension 1 la longueur, et plus précisément la longueur orientée d'un segment, ce qui est en dimension 2 l'aire, et plus précisément l'aire orientée d'un parallélogramme, et ce qui est en dimension 3 le volume orienté d'un parallélépipède. Et donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va définir ce qu'est l'objet qui, en dimension n, généralise ce qu'est un segment en dimension 1, un parallélogramme en dimension 2 et un parallélépipède en dimension 3. C'est ce qu'on appelle un parallélotope. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Un parallélotope, c'est un sous-ensemble engendré par n vecteurs en dimension n. Et la définition formelle, c'est les combinaisons linéaires de ces n vecteurs à coefficients entre 0 et 1, mais peu importe cette définition formelle, de toutes les façons, vous voyez que cette définition, elle a juste pour but de généraliser ce que vous comprenez de façon très intuitive en dimension 3, le parallélépipède. C'est jusqu'à n vecteurs au lieu de 1, 2 ou 3. Et le but de la théorie, c'est de définir le volume orienté, le n volume orienté en dimension n, d'un objet de ce type-là, en fonction des n vecteurs V1, Vn. Et donc pour définir une application volume en toute dimension, la première question qu'on va se poser, c'est quelles sont les propriétés formelles que devrait vérifier une application qui représenterait un volume. Donc vous voyez, on a pris des notations, on a considéré une application phi définie sur E puissance n, c'est-à-dire E croix en fois valeur dans R, et on veut que cette application à n vecteurs, elle fasse correspondre quelque chose qui représente le n volume orienté du parallélotope. Et la question qu'on se pose, on se demande quelle propriété une telle application devrait vérifier. Bon, on va voir qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas tant que ça, des propriétés, il y en a deux. Il y a un, le caractère n linéaire, et deux, le caractère alterné. Donc on va commencer par se convaincre que ces deux propriétés, elles doivent être vérifiées pour quelque chose qui est censé représenter un volume, et réciproquement, si elles sont vérifiées, on verra à ce moment-là
qu'il n'y a pas beaucoup de choix pour une telle application. Et donc on commence par essayer de se convaincre que ces deux propriétés sont nécessaires pour représenter un volume. Et d'abord le caractère alterné. Alors juste au passage, une remarque, alterné c'est une terminologie qui est un petit peu déroutante parce qu'elle n'est pas très parlante. Alterné, ça veut juste dire que si deux vecteurs sont égaux, on considère que le volume s'annule. Et ça, c'est assez facile de justifier la nécessité de cette propriété, tout simplement parce que s'il y a deux vecteurs égaux, si deux des vecteurs V1, Vn sont égaux, et on pourrait rajouter plus généralement si la famille V1, Vn n'est pas libre, mais si deux vecteurs sont égaux, la famille n'est pas libre, alors il faut que le volume soit égal à 0. Ça, vous en avez maintenant, je pense, une très bonne intuition. Vous savez qu'une famille qui n'est pas libre, c'est une famille qui engendre un espace qui est de dimension strictement plus petite que le nombre de vecteurs. Donc, tout simplement, si la famille n'est pas libre, et a fortiori, à plus forte raison si deux vecteurs sont égaux, notre parallélotope engendré par les n vecteurs, il va être écrasé. Donc il va avoir au moins une dimension de moins que l'espace complet. Donc il va être écrasé. Donc c'est normal que son volume vaille 0. Et on a justifié le fait qu'une application volume en dimension n doit être alternée, doit avoir ce caractère alterné. Deuxième propriété formelle, le caractère n linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire n linéaire? Ça veut dire que l'application doit être linéaire par rapport à chacun de ses arguments. Je reviens ici sur le slide précédent. Donc, alterné, on a justifié. Et n linéaire, ça veut dire linéaire par rapport à chacun de ses arguments. Donc, si on regarde phi comme une application, par exemple, du premier vecteur, tous les autres étant fixés, eh bien, ça doit être linéaire. Ça doit être une forme linéaire, une application linéaire par rapport à ce premier vecteur. Donc on cherche à justifier ce caractère n linéaire. On va le justifier de façon très intuitive à travers des figures. Et donc en fait on va justifier que c'est linéaire par rapport au premier argument, ça suffit. Si ça doit être linéaire par rapport aux premiers arguments, ça doit être linéaire par rapport aux deux autres. Et pour la linéarité, il y a deux choses à justifier. Il y a la linéarité pour la multiplication par un scalaire. Et donc ce qu'il faut justifier, c'est que si on multiplie un des trois vecteurs, disons le premier, par un scalaire lambda ici, eh bien le volume obtenu, il vaut lambda fois le volume obtenu avant la multiplication par ce scalaire lambda. Et bien ça, la figure suivante, la figure au-dessous, je pense qu'elle est très convaincante. Vous voyez ici vous avez un parallélépipède, vous multipliez un des vecteurs, par exemple le premier, par un certain facteur, le volume tout entier va être multiplié par le même facteur. Si vous multipliez 2 des vecteurs, le volume tout entier sera multiplié par le facteur au carré. Et 3 des vecteurs par le même facteur, par exemple par 2. Si vous multipliez les 3 vecteurs par 2, le volume sera multiplié non pas par 2 mais par 8. Mais si vous multipliez un des vecteurs par 2, le volume sera multiplié par 2. Donc la figure, elle illustre cette propriété en dimension 3. Mais en fait, si vous vous restreignez au plan engendré par V1, V2, ça justifie aussi en dimension 2, la même propriété, et si vous restreignez à la droite V1, ça justifie aussi en dimension 1. Et c'est assez naturel de penser que la même propriété doit être vraie en toute dimension. Deuxième aspect de la linéarité par rapport à la somme de deux vecteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que une application qui représenterait le volume, alors ici on s'est placé en dimension 2, donc c'est plutôt l'air. Si le premier argument, c'est la somme de deux vecteurs, l'air obtenu doit être la somme des airs. Et cette égalité-là, elle est justifiée par ces deux figures. Donc vous voyez, on a fait je vous ai mis deux illustrations, parce que peut-être c'est plus parlant sur l'une que sur l'autre. Donc vous prenez l'illustration que vous voulez. Et en tout cas, dans les deux cas, alors c'est pas des figures en dimension 3, il ne faut pas les voir en perspective, c'est vraiment des figures dans le plan. Et vous voyez, si je prends la première figure, la somme de l'aire verte ici, clac,
et puis de l'air bleu ici, la somme de ces deux airs, eh bien, va vous donner l'air associé, enfin, défini par le vecteur V et le vecteur U plus U', hein, tout simplement parce que l'air du petit triangle ici et l'air du petit triangle ici se compensent. Donc quand on fait la somme des deux parallélogrammes que j'ai surlignés en rouge, on obtient le troisième que je vais surligner, disons, en pointillé. D'accord ? Et au-dessous, c'est exactement la même égalité qui est justifiée avec une figure un peu différente, mais avec les mêmes notations. Donc ça fait une justification en dimension 2, et si je vais au slide suivant, on va obtenir un dessin qui va justifier en dimension 3. Vous voyez, donc ici on est en dimension 3, et on dit que si on remplace si le premier argument de notre volume de dimension 3, le premier vecteur, c'est la somme de deux vecteurs U plus W, j'ai repris les notations de la figure, et bien le volume obtenu en prenant le vecteur U plus W, ce qui est plutôt ce volume de droite là, est égal à la somme des deux volumes à gauche. Donc celui-là, c'est ce volume-là, et celui-là, c'est ce volume-là. Alors ça se voit peut-être un petit peu moins bien qu'en dimension 2 sur la figure précédente, mais une justification possible, c'est ce qu'on appelle le principe de Cavalieri. Le principe de Cavalieri, c'est que si vous prenez une pile de pièces de monnaie comme ça, et si vous les faites glisser, bah la nouvelle pile a exactement le même volume que l'ancienne pile. Évidemment, pour des pièces de monnaie, le résultat est évident puisque le volume est donné par la masse, et la masse, elle n'a pas changé parce que vous avez déplacé les pièces. D'accord ? Et là, je vous montre très rapidement l'appelette qui était référencée sur le slide, qui est cette appelette-là. Voilà, quand vous faites glisser, voilà ce que ça fait. Bon, l'appelette n'a pas un intérêt fou, je reviens au slide. Et donc ici, sur cette figure, en faisant glisser les plans parallèlement aux plans engendrés par les vecteurs V2, V3, plan V2, V3, vous pouvez passer de la figure de gauche, ici, à la figure de droite. Et ces glissements, c'est une transformation incompressible. Donc les volumes sont les mêmes. Donc voilà une justification du fait que quelque chose qui représente un volume, ça doit être linéaire n linéaire pour l'addition des vecteurs. Et on a terminé de justifier le fait que quelque chose qui représente un volume, ça doit être n linéaire alterné. Donc on a traité cette partie-là en revenant au sommaire. On a traité ce que c'est qu'un parallélotope, ce que c'est qu'être alterné, ce que c'est qu'être alterné aussi, que c'est nécessaire pour représenter un volume, et ce que c'est qu'être n linéaire pour la multiplication scalaire et pour l'addition des vecteurs, et pourquoi c'est nécessaire comme propriété pour représenter un volume. Donc on passe à la sous-section suivante, les formes n linéaires alternées. On va vraiment maintenant définir de façon formelle le déterminant. Donc dans ce slide, j'ai juste donné la définition formelle de ce que c'est qu'une forme n linéaire alternée. Donc n linéaire, vous savez déjà ce que c'est, alterné, vous savez déjà ce que c'est, et forme, vous savez aussi ce que c'est. Forme, ça veut juste dire que c'est quelque chose qui a valeur dans K. Dans les exemples, on était plutôt K, c'était plutôt R. Maintenant, comme on va formaliser, il n'y aura pas vraiment de différence formellement dans les cas où K égale R ou K égale C. Bien sûr, si K égale C, l'intuition est beaucoup moins évidente. Donc pour l'intuition, pensez à K égale R. Donc ce slide, c'est juste la définition formelle de ce que c'est qu'être n linéaire, être alterné. Donc là, j'ai rappelé ce que c'est qu'être n linéaire par rapport ici au kème argument au kème vecteur parmi les n, à la fois pour la multiplication scalaire
et pour la somme. C'est juste un rappel de la même définition. Et puis alterner, c'est si phi vaut 0 dès que deux des vecteurs sont égaux. Et là, on arrive tout de suite au théorème principal de cette deuxième partie un peu formelle. Qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? On peut le considérer comme difficile, on va essayer de le comprendre de façon très concrète. Il nous dit que, en fait, ce caractère n linéaire alterné, c'est des propriétés, on a vu qu'elles étaient nécessaires, en fait, elles sont suffisantes pour caractériser ce qu'on appellera une forme volume, ou ce qu'on appellera le déterminant. C'est des propriétés qui sont suffisamment fortes pour vraiment caractériser ce qui est censé représenter le volume. Et plus précisément, le théorème, il nous dit que si... Alors, le théorème est un petit peu formel, puisqu'on est dans un K espace vectoriel E de dimension n quelconque, et on s'est donné une base de E. Et le théorème nous dit que si on cherche les formes linéaires alternées phi sur cet espace vectoriel, donc sur E, mais l'argument c'est des formes de n vecteurs, et si on impose une condition de normalisation, et la condition de normalisation que j'ai écrit ici, c'est que le volume du parallélotope engendré par ces vecteurs de base vaut 1. Donc si ce volume vaut 1, j'ai fait un petit dessin ici en dimension 3. Si on impose que phi vaut 1 sur ces trois vecteurs, eh bien, ça caractérise phi de manière unique. Autrement dit, il y a une unique manière de mesurer les volumes à normalisation près ou à facteur multiplicatif près. Le théorème précise un petit peu plus, c'est que si vous prenez une deuxième forme n linéaire alternée psi sur E, eh ben, elle est presque égale à phi, en fait elle est égale à phi à un facteur multiplicatif près, et du coup ce facteur multiplicatif, il ne peut être égal que à psi de E1 En, puisque quand vous remplacez les arguments qui sont mis un petit point ici par E1 En, comme phi de E1 En égale 1, le seul facteur de multiplication possible, c'est psi de E1 En. Dit autrement, pour tout vecteur, pour tout n uplet V1, Vn de vecteurs, voilà ce qui est écrit ici. Donc la signification de ce théorème, c'est que en dimension n, il y a une unique manière de mesurer les volumes à facteur de normalisation près, à facteur d'échelle près, quoi. Donc ça, c'est un résultat qui est assez intuitif en dimension 1, 2, 3. Ce que ça nous dit, c'est que là, on n'a pas parlé ni de longueur, ni d'air, ni de volume. On est dans un cadre beaucoup plus formel. On a juste parlé de quelque chose qui serait n linéaire alterné. Et voilà l'interprétation ci-dessous. Dans tout cas, espace vectoriel de dimension n, il n'y a à un facteur de normalisation près qu'une seule manière de mesurer les n volumes orientés. Donc qu'une seule forme n linéaire alternée. Et je suis un petit peu en train de redire la même chose, mais pour préciser ce qui est écrit, que les deux propriétés que sont le fait d'être n linéaire et le fait d'être alterné sont suffisamment fortes, suffisamment précises, pour caractériser de manière presque unique, mais le presque unique c'est normal qu'il y ait un facteur d'échelle près, pour caractériser la mesure des volumes en dimension n, des n volumes en dimension n. Alors ça semble un résultat comme ça un peu stupéfiant, fort, difficile. En fait, vous allez voir, la démonstration n'est pas si compliquée que ça. On va le faire, je vais vous expliquer la démonstration. Alors, avant de vous expliquer cette démonstration, je suis obligé de faire d'introduire une petite définition supplémentaire, c'est la définition d'une application antisymétrique. Et c'est aussi une propriété qui va être vérifiée par ces déterminants. Qu'est-ce que c'est qu'être antisymétrique? Ça veut juste dire, être symétrique par rapport à deux arguments, c'est que si vous échangez les deux arguments, ça donne la même valeur. Être antisymétrique, c'est que si vous échangez deux arguments, vous obtenez la valeur opposée. Par exemple, le produit vectoriel est antisymétrique. Et c'est pas par hasard que l'exemple du produit vectoriel que je vais rajouter sur le drive, dans les slides du drive,
je vais rajouter cette petite mention. C'est pas par hasard que le produit vectoriel est antisymétrique et que ce qu'on va appeler le déterminant est aussi antisymétrique, puisque produit vectoriel et déterminant sont liés. Donc ça, je suis juste allé au sommaire pour vous montrer. Dans la troisième vidéo, on verra le lien entre produit vectoriel de deux vecteurs de R3 et déterminant dans R3. Et donc on revient au slide et à cette notion d'être antisymétrique. Alors pourquoi est-ce qu'on a introduit cette définition? Eh bien tout simplement parce que pour une forme n linéaire sur un espace vectoriel E, être antisymétrique, c'est équivalent à être alterné. C'est ce qu'on a écrit ici. Antisymétrique est équivalent à alterner. Si vous êtes alterné, vous êtes antisymétrique et vice-versa. La démonstration est très simple. Alors il faut vérifier les implications dans les deux sens, de gauche à droite et de droite à gauche. Mais c'est très simple, c'est des vérifications automatiques. Je vais quand même les commenter dans la vidéo. Donc pour montrer que antisymétrique entraîne alterné. Donc excusez-moi parce que je me suis aperçu que j'avais mélangé les deux implications. Donc la première partie de la démonstration, c'est bien alterner entraîne antisymétrique. Je corrige ça sur la version du drive et sur la version de Perusal. Donc montrons que si c'est alterné, c'est antisymétrique. Pour montrer que c'est antisymétrique, il faut montrer que si on échange deux vecteurs VJ en bleu et VJ en rouge et VK en bleu, vous voyez, entre le terme de gauche et le terme de droite, eh bien on doit obtenir des résultats opposés. Donc si on fait la somme des deux, ça doit valoir 0. Il faut montrer que ça vaut 0. Point d'interrogation. C'est ça pour montrer que c'est antisymétrique. Or, cette somme-là, si vous remontez, vous voyez qu'en fait, elle s'écrit, on peut l'obtenir en développant phi dans lequel on a mis à la fois au rang J et au rang K les vecteurs VJ plus VK. Vous écrivez VJ plus VK, blablabla, VJ plus VK, et vous développez ce phi-là, cette expression-là, par linéarité, mais linéarité à la fois par rapport à cet argument-là et par rapport à cet argument-là. Donc quand vous développez, ça fait 4 termes. Un terme où vous avez gardé VJ, VJ, un terme où vous avez gardé VJ, VK, un terme où vous avez gardé VK, VJ, et un terme où vous avez gardé VK, VK. Et ceux où vous avez gardé deux fois le même, eh bien, ils disparaissent parce que vous êtes alterné, c'est l'hypothèse. Vous supposez que la forme est alternée. Et de même, le terme initial, il vaut 0, puisque vous avez supposé que c'était alterné. Et donc, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez votre dernière somme, qui du coup vaut bien 0. Et on a démontré la première implication. La deuxième application est encore plus simple à démontrer. Vous voulez montrer que la forme est alternée, donc vous voulez montrer que si vous écrivez, si vous prenez phi avec deux fois le même vecteur à deux endroits différents, le résultat vaut 0. C'est ça que vous cherchez à montrer. Et bien, si vous êtes antisymétrique, ça vaut forcément 0, puisque quand vous échangez les deux vecteurs, vous devez obtenir la valeur opposée. Donc du coup, or, si c'est deux fois le même vecteur, en échangeant les deux vecteurs, c'est aussi la même valeur. Donc la valeur est égale à son opposé. Donc la valeur vaut 0. Donc antisymétrique entraîne alterné. Et donc on a démontré ce petit résultat un peu technique, mais aussi assez simple, que de cette équivalence entre antisymétrique et alterné. Du coup, comme dans toute la suite de cette partie théorique, on regardera des formes n linéaires alternées, elles seront aussi antisymétriques. En fait, c'était ça le but de cette proposition, c'est de dire que la propriété antisymétrique, elle va avec le caractère alterné pour les formes n linéaires alternées. Et ça va nous permettre de démontrer le théorème 1 qu'on a vu auparavant. Et voici la démonstration du théorème 1, tout au moins le début de la démonstration, mais en fait, l'idée est présente déjà à travers ce petit calcul. Et l'idée, elle est vraiment très simple, et je vais essayer de vous l'expliquer. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? On part d'une forme phi n linéaire alternée, et on cherche à montrer que
qu'il n'y a pas trop le choix pour phi, que cette propriété d'être n linéaire alterné, pratiquement ça la détermine, ça la caractérise à un facteur multiplicatif près. Pour ça, on prend n vecteurs quelconques, on écrit ces vecteurs à l'aide de leurs coordonnées dans une base. Vous savez qu'on dans le théorème, on s'était donné une base. Donc les AI1, hein, c'est les coordonnées de ces vecteurs V. Donc ça, si vous voulez, c'est juste une notation pour les coordonnées. Hein. On aurait pu dire aussi que si on considère la matrice A de la famille de vecteurs V1, Vn dans la base de 1En, hein, ce qu'on a appelé la matrice d'une famille de vecteurs, bah, c'est la matrice de ces coefficients A, I, J, hein, I la ligne et J la colonne qui donne le vecteur. Et I la ligne qui donne la coordonnée. Et donc on regarde phi de ces n vecteurs, cette quantité-là, dont on cherche à montrer qu'elle est presque déterminée, qu'il n'y a pas trop le choix pour cette quantité-là. Donc on cherche en fait à la calculer à l'aide des propriétés n linéaires alternées. Donc, dans cette égalité-là, on a juste remplacé V1, Vn par leurs expressions dans la base. Alors, à une petite nuance près, c'est que, mais c'est juste une nuance de notation, c'est que vous voyez les indices i égale 1 et jusqu'à n, comme il faut réécrire ces sommes, mais pour V1, pour V2, puis pour Vn, pour les n vecteurs, en fait, on a juste fait une petite nuance de notation, ce qui est que les indices, on a mis en quelque sorte un indice à l'indice. Hein. C'est-à-dire qu'on a écrit I1 égale 1 à n de A I1 E I1 IN A IN E IN. Donc c'est vraiment la même chose que ce qui est au-dessus, mais avec cette petite nuance juste de notation. Mais dans ces sommes, I est un indice, ce qu'on appelle muet, c'est-à-dire on peut lui donner le nom qu'on veut, c'est la même chose. Hein. Donc c'est juste une réécriture en changeant les notations. Et donc, pour l'instant, vous êtes d'accord, on n'a presque rien fait. On a juste écrit ce que c'est que phi de n vecteurs décomposés, les vecteurs écrits suivant leurs coordonnées dans la base. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a presque rien fait. En même temps, on est presque au bout, puisque cette assertion 5, ça va pratiquement être la fin de la démonstration. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette assertion 5 ? Donc, l'étape cruciale, c'est cette étape-là. C'est vraiment l'étape cruciale de la démonstration. Ben, tout est dans cette phrase, on a juste développé par n linéarité, par rapport à chacune des sommes. Donc vous êtes d'accord, si j'avais développé par rapport à la première somme, hein, une somme c'est une combinaison linéaire, donc comme phi est linéaire par rapport à son premier argument, ben, phi de la combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des phi, donc on retrouve la première somme ici, I1 égale 1 à n avec les AI1, et si on avait juste développé par rapport à la première somme, on aurait phi de la combinaison linéaire égale combinaison linéaire des phi. Mais ensuite, on peut recommencer par rapport à la deuxième somme, par rapport à la troisième somme et par rapport à la dernière somme. Quand vous faites tout ça ensemble, ben, au lieu d'avoir une somme qui sort, vous en avez n. Somme de I1 égale 1 à n, de IN égale 1 à n, A, I1, 1, enfin, et vous avez les facteurs qui sortent aussi par n linéarité. Et il vous reste juste ici ce phi de EI1, EIN. Et on a presque terminé. Et avant de passer à la dernier argument de la démonstration, je vous pose une petite question. Ce phi de EI1, EIN, il ne peut pas valoir n'importe quoi. Quelle valeur il peut prendre? Donc je vous laisse mettre sur pause et essayer de répondre. Et voici la réponse. Et bien, les seules valeurs possibles pour cette quantité, c'est... en fait, cette quantité, elle ne peut valoir que 3 valeurs possibles. 0, phi de E1, En, mais les vecteurs de base dans l'ordre, ou moins phi de E1, En, les vecteurs de base dans l'ordre. Donc, je vous laisse éventuellement mettre sur pause pour essayer de réfléchir à la raison pour laquelle ça peut être que ces 3 valeurs. Et ensuite, je donne la réponse qui se trouve slide suivant, l'explication. Alors voilà l'explication, on va à slide suivant. D'abord, cette quantité, elle peut valoir 0, et elle va valoir 0 dès que vous aurez parmi ces vecteurs, à chaque fois, chaque vecteur, c'est n'importe lequel des vecteurs de base, donc vous pouvez avoir 2 fois le même vecteur, 2 fois un même vecteur de cette base dans les arguments. Si vous avez ça, 2 fois le même vecteur, la quantité vaut 0.
Si vous n'avez pas ça, ça veut dire que tous les vecteurs EI1, EIN diffèrent. Et ça signifie que, comme dans la base vous avez n vecteurs, ça signifie que ces vecteurs EI1, EIN, c'est exactement les vecteurs de la base, mais pas forcément dans le bon ordre. Et dans ce cas, regardez ce qui est écrit. Dans ce cas, phi de EI1, EIN, c'est ce que j'avais écrit slide précédent, ça vaut forcément plus ou moins phi de E1, EN. Donc E1, EN, vous avez remis les vecteurs dans l'ordre. Pourquoi c'est vrai ça? Eh bien, c'est le caractère antisymétrique. À chaque fois que vous changez, que vous permutez deux vecteurs, ce que vous faites ce qu'on appelle une transposition. Une transposition, c'est une permutation de seulement deux vecteurs. Et bien, la quantité est multipliée par moins 1. Donc pour remettre tous les vecteurs dans l'ordre, vous avez un certain nombre d'étapes, vous avez à faire cet échange de deux positions un certain nombre de fois, disons un nombre de fois qu'on va noter k, et à ce moment-là, le facteur plus ou moins qu'il y a ici, c'est moins 1 puissance k. Donc, moins 1 puissance k, où k est le nombre de transpositions, c'est-à-dire de permutations de deux vecteurs qu'il faut effectuer pour passer du n-uplet EI1, EIN au n-uplet E1, EN, remis dans l'ordre, pour remettre les vecteurs dans l'ordre. Et ce que le calcul qu'on vient de faire, qui était juste en fait un calcul de développement par n linéarité de l'expression générale de phi sur n vecteurs quelconque, ce que ça montre, c'est que le résultat qu'on a obtenu, à la fin, il ne dépend plus que de cette quantité-là. Je vais revenir au slide précédent. Regardez le slide précédent. Alors là, on n'avait pas tout à fait fini le travail, puisqu'on n'avait pas, en quelque sorte, éliminé le cas où il y avait deux vecteurs identiques, où ça vaut 0. Mais, vous voyez, cette quantité-là, dans tous les cas, elle est déterminée par phi de E1, EN. Elle vaut soit 0, soit plus, soit moins phi de E1, EN. Mais le plus ou moins, il est juste caractérisé par de quel terme il s'agit dans le développement. Il ne dépend pas de phi, le plus ou moins. Donc finalement, phi lui-même ne dépend que de phi de E1, EN, qui est ici. Et le théorème est essentiellement démontré. C'est ce qui est écrit ici. La valeur dans l'expression 5 est entièrement déterminée par la valeur de phi de E1, EN. Et donc si vous normalisez cette valeur à 1, si vous dites pour la base choisie, le parallélotope associé à la base, je vais supposer que phi prend la valeur 1 dessus, ça caractérise complètement phi. Et si vous prenez une autre forme linéaire, elle sera égale à phi à un facteur multiplicatif près, qui du coup vaut forcément la valeur de psi sur les vecteurs de base. Et on a terminé la démonstration de ce théorème. Alors, vous voyez, dans le slide suivant, j'ai écrit complément hors programme. De toutes les façons, le but, c'était de vous donner une idée un peu, pas forcément maîtrisée dans les moindres détails, de la raison pour laquelle il y a une unique manière de mesurer les volumes en dimension n. Donc là, ce petit complément hors programme, on va de nouveau réécrire la même formule que précédemment, mais on l'a formalisé un petit peu plus. Vous voyez, on n'a pas fait parcourir n sommes avec tous les indices. On a juste dit, ce qui compte, c'est quand les seuls termes qui comptent, c'est quand on a une fois une seule chacun des vecteurs de base. Donc, ça signifie que EI1, EIN comprennent tous les indices entre 1 et n. Et donc, si je vais au slide suivant, l'application K donne I indice K, donc 1n donne I1, IN, c'est une bijection des entiers entre 1 et n dans lui-même. Et donc, dans le développement par multilinéarité du slide précédent, ce qui compte, c'est seulement les termes dans lesquels on a ces bijections. Donc la somme, ça c'est pas une somme sur n fois entre 1 et n, on se limite, c'est une somme sur toutes les permutations de ces n indices, ou on pourrait dire toutes les permutations des vecteurs de base, et puis les coordonnées. Vous voyez, en fait, on a juste réécrit la somme précédente, mais au lieu de I1, IN, c'est I1, IN, on les a notés sigma de 1, sigma de n. Et le plus ou moins 1, on
on lui a donné aussi, on lui a attribué aussi une notation, ce qu'on appelle la signature, plus ou moins 1. C'est le nombre, donc la signature de cette bijection, c'est le nombre de permutations de deux entiers qu'il faut effectuer pour reconstituer cette bijection. Voilà. Donc cette formule un peu abstraite, et là on a supposé que phi de 1, phi de n égale 1, donc on n'a pas le phi de 1, phi de n au facteur, et du coup vous avez cette formule ici, un peu synthétique, un peu formelle. Donc encore une fois, hein, vous pouvez voir ça comme un complément. C'est juste pour dire qu'on a cette expression un peu formelle de ce que c'est que le déterminant en toute dimension. Et cette formule, on va la retrouver dans le cas d'une matrice de 2 et puis dans le cas d'une matrice 3-3. On verra ça dans la troisième vidéo. Ok, alors comme on a fait un gros effort, on va regarder où on en est dans le sommaire. Et bien on a traité toute cette partie-là, formelle linéaire alternée. Hein, on a vu ce que c'était une formelle linéaire alternée. On a vu que on a énoncé le théorème d'unicité. On a vu ce que c'était qu'être antisymétrique. On a montré antisymétrique équivaut alterné. Et surtout, on a fait la démonstration de ce théorème. Et on a même, du coup, obtenu cette expression formelle de ce que c'est le déterminant en toute dimension. Donc tout ça pour dire qu'il nous reste deux choses à faire. Il nous reste maintenant à utiliser, en fait on a investi là dans cette notion de forme linéaire alternée. Maintenant on va moissonner en définissant vraiment le déterminant et puis en regardant quelques propriétés du déterminant. Et on va le faire d'abord dans un cas espace vectoriel de dimension n et puis ensuite dans k puissance n. Hein, et dans k puissance n ce sera essentiellement répéter les mêmes propriétés dans ce cadre plus concret. Il n'y a plus que ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, on va tout de suite à la première sous-section, déterminant de n vecteurs. Et voilà la définition du déterminant de n vecteurs. Donc on se place dans un espace vectoriel E de dimension finie n et on se donne une base E1, En de E. Alors je vous le dis tout de suite, toute cette partie qui sera dans ce cadre un peu abstrait d'un K espace vectoriel E de dimension finie n, vous pouvez tout de suite penser à E comme étant Rn. La raison pour laquelle on fait cet effort un peu formel de le présenter dans ce cadre formel, c'est que ça permet plus facilement de démontrer un certain nombre de résultats après. Les démonstrations se passent de façon très agréable. Mais si vous trouvez que c'est trop formel, E, K, vous pensez à Rn, et même pensez à la limite à R3. D'accord ? Okay. Donc maintenant, allons-y pour la définition du déterminant de n vecteurs. Et je vais commencer par la définition informelle, là, entre guillemets, au-dessous. C'est l'unique manière de mesurer les n volumes orientés dans cet espace. Alors, unique. Alors, attendez, d'abord, n volumes orientés. N volumes orientés, ça c'est la définition en quelque sorte informelle. La définition formelle, c'est forme linéaire alternée. Et forme linéaire alternée, c'est presque la même chose que n volume orienté, et c'est presque unique. Pour que ça devienne complètement unique, il faut juste normaliser. Donc il faut une condition de normalisation. Donc pour que ça devienne l'unique manière de mesurer les n volumes, il faut cette condition de normalisation. Et la condition de normalisation, c'est que pour les vecteurs de la base choisis, on veut que le parallélotope engendré par ces vecteurs de base est pour volume, n volume 1. Mais ça, c'est presque une convention. On pourrait choisir n'importe quelle valeur. Mais si on choisit 1, quelle que soit la valeur choisie, ça détermine cette manière de mesurer les n volumes de manière unique. Et voilà la définition. Donc c'est le déterminant, c'est une manière de mesurer les n volumes dans cet espace. Et il y a ce relativement à la base B qui sert juste à énoncer la condition de normalisation. Que pour les vecteurs de cette base, on veut que la valeur du parallélotope engendré fasse 1. Et voilà la définition formelle du déterminant. Si on se plaçait dans Rn, ce serait dans Rn, il y a une unique manière de mesurer les n volumes pour laquelle le parallélotope associé à la base canonique vaut 1. C'est la définition qu'on verra tout à l'heure. Et tout de suite une proposition, normalement, qui devrait vous paraître très intuitive, c'est que
une famille de n vecteurs de E est libre, V1, Vn, est libre, si et seulement si, les deux assertions sont équivalentes, si et seulement si, le déterminant de ces n vecteurs, autrement dit le volume du parallélotope engendré par ces n vecteurs, est non nul. C'est un énoncé très intuitif parce que si la famille est libre, on va dire elle engendre un volume qui n'est pas écrasé, donc il y aura un parallélotope qui n'est pas écrasé, donc il y aura un volume non nul, et inversement, si la famille n'est pas libre, elle engendre un parallélotope écrasé de dimension plus petite sur un sous-espace de dimension plus petite, donc il y aura un volume nul. Donc cette proposition, elle est très intuitive. Je vais justifier la démonstration. Vous pouvez largement sauter la justification de la démonstration parce que je pense que la compréhension du sens de la proposition ne pose pas de problème. L'intérêt de la démonstration, c'est de voir qu'effectivement, juste avec ce caractère n linéaire alterné, ce qu'on a vu, on arrive à s'en sortir pour démontrer ça. Mais ça, c'est bien une propriété qu'on attendait vraiment du déterminant. Alors dans le slide suivant, j'ai remis un petit commentaire sur le sens de cette proposition. Une famille de vecteurs, donc elle est libre si et seulement si le volume orienté du parallélotope défini par cette famille relativement à une base B quelconque, parce que volume orienté normalisé relativement à une base B quelconque est non nul. Et la famille est liée si et seulement si ce volume est nul. Alors j'esquisse la démonstration de cette proposition. Vous pouvez passer en vitesse rapide si vous comprenez suffisamment bien la proposition et que vous n'avez pas envie de vous embêter avec la démonstration. Première implication, 2 implique 1, c'est-à-dire que si la famille est liée, alors le volume vaut 0. Si la famille est liée, c'est que un des vecteurs de la famille est combinaison linéaire des autres. Supposons par exemple que ce soit le vecteur V1 qui est combinaison linéaire des autres. À ce moment-là, vous écrivez que le volume orienté de votre famille, le déterminant de V1, Vn, vous remplacez V1 par cette combinaison linéaire, vous voyez, on l'a remplacé ici, et vous développez par linéarité par rapport à ce premier argument. Donc, déterminant de combinaison linéaire ici égale combinaison linéaire des déterminants. Et pourquoi est-ce que tout ça vaut 0 ? Parce que chacun de ces termes-là, vous voyez, dans le premier terme, vous avez 2 fois V2, donc caractère alterné, enfin la valeur avec le déterminant, vaut 0. Et puis, vous voyez, le dernier, vous avez 2 fois Vn, donc ça vaut encore 0. Et à chaque fois, vous avez 2 fois le même vecteur, puisque vous avez remplacé le premier vecteur par une combinaison linéaire des autres. Donc chacun des autres, vous le retrouvez après. Et on a fini la première partie de la démonstration. La deuxième partie est encore un peu plus, peut-être presque un petit tour de passe-passe, un peu plus formel encore à démontrer, un peu moins intuitive. En fait, l'idée, c'est que si V1, Vn est une famille libre, alors c'est une base de l'espace, puisqu'elle comprend n vecteurs. Et du coup, là, on fait appel à notre fameux théorème 1. Comme V1, Vn, c'est une base, on peut considérer le déterminant, avec la définition d'avant, relativement à cette base V1, Vn qui est ici. Et d'après le théorème 1, tous les autres formes linéaires alternées, donc tous les autres déterminants relativement aux autres bases, en particulier relativement à la base B, s'écrivent comme ce déterminant-là, à un facteur multiplicatif près. C'est le théorème 1 qui nous disait ça. Or, côté gauche ici, on a une forme linéaire ici qui vaut 1 sur les vecteurs de la base B, déterminant relativement à la base B des vecteurs de la base B, ça vaut 1. C'est ce qu'on avait dans le slide précédent. Si j'y reviens, c'est cette égalité-là. D'accord ? Donc je reviens au slide d'après. Donc ça, si ça vaut 1 sur les vecteurs de la base B, c'est que c'est une forme n linéaire alternée qui n'est pas la forme nulle. Et du coup, c'est que cette quantité-là est différente de 0. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Non nul, c'est ce qui est écrit ici. D'accord ? Voilà pour cette démonstration un peu formelle, et on va reprendre le fil de notre... après cette petite aparté formelle, on va reprendre le fil des énoncés. Alors si je reviens au sommaire, on a donc vu la notion de déterminant de n vecteurs, et on va maintenant
Regardez la notion de déterminant d'un endomorphisme. Le déterminant de n vecteurs, c'était le volume d'un parallélotope, et le déterminant d'un endomorphisme, on va le définir comme un facteur de dilatation, donc comme le quotient des volumes de deux parallélotopes. Donc, au dénominateur, un volume au départ, on a V1, V1 des vecteurs, enfin au départ, c'est un endomorphisme, mais des vecteurs non transformés par f, et au numérateur, le volume du parallélotope engendré par les vecteurs transformés par f. Donc c'est bien un facteur de dilatation des n volumes orientés défini comme ça. Donc c'est presque une définition, mais en fait, pourquoi on a appelé ça une proposition? Vous voyez, la définition, elle va venir au-dessous. La définition, on appelle déterminant de f ce facteur de dilatation, là. Et la proposition, elle vous dit que ce quotient de deux facteurs de dilatation, il dépend que de f. C'est-à-dire qu'il dépend ni du choix de la base B, donc ni de la manière de mesurer les volumes, ni du choix du n-uplet V1, Vn. Ce qui est écrit ici, hein, ni du choix de la base B, ni du choix de la base V1, Vn. Alors au passage, je vous renvoie à la vidéo de Three Blue One Brown, chapitre 6, The Determinant, hein, dans laquelle il explique très bien que le facteur de dilatation des volumes orientés, il l'explique en dimension 2, donc quand il explique que c'est un facteur de dilatation des aires, pour une transformation linéaire, c'est un facteur de dilatation qui est homogène et uniforme, c'est-à-dire il est égal en tout point de l'espace de départ, et quelle que soit la forme du petit élément d'air, en l'occurrence, là, sur lequel on mesure le facteur de dilatation. Donc cette proposition 6, c'est un peu la version formelle de ce qui est si bien expliqué dans la vidéo. Donc je vais commenter la démonstration. C'est un passage que vous pouvez passer en vitesse accélérée si vous avez suffisamment compris l'énoncé. Le plus important, c'est de comprendre le sens de l'énoncé et le sens surtout de la définition 15, définition d'un endomorphisme. Donc j'essaye de justifier cette proposition 6 rapidement. Donc il y a deux choses à démontrer. Il y a le fait que ce facteur de dilatation qui est ici, hein, qu'on retrouve ici, il faut montrer qu'il ne dépend ni de B, ni des vecteurs V1, Vn. Alors, premier point, c'est de montrer qu'il ne dépend pas de B. Ben pourquoi il ne dépend pas de B? Parce que si vous changez ici B en une autre base, ben vous allez changer la mesure des n volumes par un même facteur au numérateur et au dénominateur. Donc bien sûr, le quotient ne va pas changer. C'est ce qui est écrit ici. En changeant, si vous remplacez la base B par une autre base B', ça revient à multiplier le numérateur et le dénominateur du quotient 7, mais le quotient 7, c'est celui-là, hein, par un même facteur. Et donc ça ne change pas la valeur du quotient. La deuxième partie de la démonstration, qui est le fait que ce quotient ne dépend pas du choix des vecteurs V1, Vn, est un peu plus difficile à saisir. Donc là, je commente vraiment la démonstration pour vraiment ceux qui veulent regarder de près. Les autres, vous passez en vitesse rapide. Donc l'idée, c'est de regarder la forme linéaire qui a n vecteurs associés le volume, mais à l'arrivée, après transformation par f, de dire que c'est une forme n linéaire alternée et d'utiliser le théorème 1 qui dit que comme c'est une forme linéaire alternée, eh ben, elle est proportionnelle à la forme linéaire qui mesure le même volume au départ. Et le facteur de proportionnalité, eh bien, c'est la valeur que ça prend sur les vecteurs E1, En, d'après le théorème 1. Et du coup, vous voyez que ce facteur de proportionnalité, qui est la valeur que ça prend sur les vecteurs E1, En, eh bien, vous pouvez aussi le voir comme le quotient entre le déterminant à l'arrivée et le déterminant au départ. Mais cette fois-ci, côté droit, il n'y a plus V1, Vn. Donc l'égalité ici vous montre que ce qui est côté gauche ne dépend pas de V1, Vn. Voilà, c'était vraiment un morceau de démonstration un peu difficile, un peu abstrait, qui s'appuie sur le théorème 1. Ok, donc on a traité la partie déterminant d'un endomorphisme. On va maintenant
ça va être maintenant, on a fait vraiment le plus difficile, le reste va être plus facile. Équivalence entre l'inversibilité d'un endomorphisme et la non-nullité du déterminant. Proposition, donc là l'énoncé, je pense, ne vous pose pas de problème. Un endomorphisme est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Attention, bien sûr, il faut que ce soit de dimension finie. Hein. Les déterminants, c'est seulement en dimension finie. En dimension infinie, on n'a pas donné de définition du déterminant, il n'y en a pas. Là, la démonstration est très simple. En fait, c'est essentiellement cette proposition, c'est essentiellement un corollaire de la proposition 5. La proposition 5, elle vous disait que le volume d'un parallélotope engendré par n vecteurs est non nul si et seulement si la famille est libre. Bah là, vous regardez simplement le volume du parallélotope engendré par les images des vecteurs de base. D'accord ? Et f est inversible si et seulement si cette famille des images de vecteurs de base est elle-même une base, théorème Durand. Si et seulement si, du coup, grâce à la proposition 5, ce déterminant de cette famille à l'arrivée, enfin après transformation par f des vecteurs de base est non nul. Et comme le déterminant de la base E1 EN relativement à elle-même, ça vaut 1, c'est équivalent à ce que ce quotient soit non nul. Et ce quotient, c'est le déterminant de f. D'accord ? Ce quotient, il est égal au déterminant de f d'après la proposition précédente. D'après la définition 15. Et voilà pour la démonstration. Et on a traité ce paragraphe-là. Et on va au paragraphe suivant, le dernier, déterminant de la composée de l'inverse d'une puissance. Il n'y en a plus que ces 3 énoncés. En fait, essentiellement, cette proposition-là, cette proposition 8, parce que les 2 énoncés suivants, c'est des corollaires de cette proposition. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette proposition 8 ? Elle nous dit quelque chose de très intuitif, c'est que le déterminant de la composée de 2 endomorphismes, c'est le produit des déterminants. Pourquoi c'est intuitif ? Je vous laisse peut-être mettre sur pause, essayer de vous convaincre déjà que le résultat est vrai. Et la justification que le résultat est vrai, c'est que le déterminant, c'est un facteur de dilatation des volumes dans E. Et si on effectue 2 transformations successives G puis F, c'est normal que le facteur de dilatation de la composée des 2, ce soit le produit des facteurs de dilatation. On va tout de suite aller à la démonstration. La démonstration, essentiellement, est la traduction de cette idée. Alors, le seul point délicat de la démonstration, c'est qu'il faut distinguer le cas où G est inversible ou non, mais on peut commencer par le cas où G est inversible. Si G est inversible, le déterminant de f rond G, par définition, c'est le volume après transformation par f rond G qui est ici, divisé par le volume de vecteurs de base au départ. Et tout simplement, vous introduisez ici au dénominateur et au numérateur le volume après transformation par G. Donc vous obtenez volume après transformation par f rond G divisé par après transformation par G. Et ça, d'après la définition du déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant de f. Ce premier facteur-là, c'est le déterminant de f. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé notre proposition précédente qui est que le déterminant, on peut le mesurer. Le facteur de dilatation des volumes, on peut le déterminer, on peut le mesurer sur n'importe quelle base, en particulier sur la base G de E1, G de N, si G est inversible. Et puis le deuxième facteur, bien sûr, c'est le facteur de dilatation pour G. Donc c'est le déterminant de G. Donc il y avait cette petite condition que G est inversible. Si G n'est pas inversible, alors G rond F, F rond G n'est pas inversible non plus. Donc de toutes les façons, les 2 déterminants valent 0, donc l'égalité est encore vraie. On revient à ce slide précédent. Corollaire de cette proposition, le déterminant de l'inverse pour un endomorphisme inversible, si F est un endomorphisme inversible, alors regardez comme c'est naturel, le déterminé de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Je vous laisse vous convaincre que c'est vrai. Et on va tout de suite à la démonstration. Démonstration du corollaire 2. Il suffit d'écrire le corollaire 1, le déterminant de la composée, dans le cas où G égale F-1. Donc si vous écrivez dans le cas G égale F-1, ça fait déterminant de l'identité, qui vaut 1, d'après la définition du déterminant, égale le produit de déterminant de F et du déterminant de F-1. Voilà pour la justification du corollaire 2. Et puis le troisième corollaire, c'est que si on compose F avec lui-même K fois, ça fait
le déterminant de f puissance k, et ça à nouveau c'est une conséquence directe de la proposition 8. Voilà l'illustration, oui. J'ai juste dit que ça résulte de l'égalité précédente. Donc on a traité ce paragraphe-là, et il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est en quelque sorte à traduire ou à décliner toutes ces notions vues dans un cas espace vectoriel de dimension n quelconque, à les décliner dans k puissance n. Et donc voici enfin, disons, une définition vraiment concrète de ce que c'est le déterminant de n vecteurs de k puissance n et pas d'un espace vectoriel général. Eh bien, c'est le déterminant relativement à la base canonique de k puissance n. Autrement dit, c'est le... Donc on peut l'appeler déterminant canonique, mais en fait on l'appelle déterminant tout court. D'accord ? C'est juste la manière de mesurer les volumes dans k puissance n normalisé avec la condition que le parallélotope engendré par la base canonique a pour volume 1. Déterminant d'une matrice carrée. Le déterminant d'une matrice carrée, comme vous pouviez vous y attendre, c'est le déterminant, au sens de la définition précédente, des n vecteurs colonnes de la matrice A. Et c'est aussi égal au déterminant, alors ça c'est une proposition qui nécessite une petite démonstration, mais c'est aussi égal au déterminant de l'endomorphisme associé à la matrice, qu'on peut noter F indice A. Donc le déterminant de A en tant que matrice, c'est-à-dire volume d'un parallélotope, c'est aussi le déterminant de FA en tant que facteur de dilatation des volumes. La justification de cette égalité, côté gauche vous avez un seul volume, côté droit vous avez un rapport, un quotient entre deux volumes. La raison pour laquelle on a une égalité, c'est que au dénominateur ici, le quotient, la raison pour laquelle on a une égalité, c'est que le déterminant de la transformation linéaire associée à A, on le voit comme un facteur de dilatation des volumes, donc un quotient entre deux volumes de parallélotope, et au numérateur, on aura le volume du parallélotope associé, défini par la matrice A, et au dénominateur, on aura 1. Et voilà la démonstration formelle de ce que j'ai dit avant. Le déterminant de la matrice, par définition, déterminant de la matrice, c'est le déterminant des vecteurs colonnes, donc FA de epsilon 1, FA de epsilon n. Et comme le déterminant de epsilon 1, epsilon n, ça fait 1, c'est aussi égal à ce quotient. Et ce quotient, par définition du déterminant d'un endomorphisme, c'est le déterminant de l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice. Et voilà la proposition qui fait le lien entre le déterminant d'un endomorphisme d'un espace abstrait, d'un espace général, de dimension n, et le déterminant de la matrice de cet endomorphisme dans une base. Comme on pouvait s'y attendre, ce que dit la proposition, c'est que le déterminant de la matrice est égal au déterminant de l'endomorphisme. Cette égalité-là, c'est juste que A, c'est égal à la matrice de F dans la base B, d'après l'énoncé. Donc c'est cette égalité-là, en fait, qui nécessite une démonstration. Alors, pour démontrer ça, vous voyez, il suffit en fait de démontrer que le déterminant de F, qui est l'endomorphisme entre les espaces généraux, est égal au déterminant de l'endomorphisme associé à la matrice. Donc le même endomorphisme est traduit dans des coordonnées. En fait, c'est ça qu'il faut montrer. Et en fait, je vais me limiter à une justification intuitive de cette démonstration, qui est illustrée qu'on voit à travers ce diagramme. C'est que si du côté de E, vous mesurez les volumes orientés relativement à la base B, et si du côté de K puissance n, vous mesurez les volumes orientés avec le déterminant canonique de K puissance n, eh bien les transformations vecteurs et coordonnées dans l'autre sens, qui mettent en correspondance la base canonique de K puissance n et la base B, du coup, c'est les transformations qui sont incompressibles, puisque ça envoie la base canonique de K puissance n sur la base B. Donc ça envoie le parallélotope de volume 1 ici sur le parallélotope de volume 1 ici. Donc du coup, ces transformations vecteur B et coordonnées B dans l'autre sens laissent les volumes invariants. Du coup, quand vous prenez
le facteur de dilatation ici, comme le diagramme commute, c'est le même que le facteur de dilatation ici en bas. Et voilà la justification intuitive. Si vous allez à la démonstration, c'est une mise en œuvre de cette idée-là, mais dans un cadre un petit peu plus formel, regardez, en lien avec ce diagramme-là. Donc, et de nouveau, ça fait appel à ce théorème 1 un peu difficile à mettre en œuvre, un peu formel, d'unicité des déterminants à un facteur multiplicatif près. Donc je préfère ne pas le commenter plus que ça dans la vidéo. Ceux qui sont intéressés, vous lisez la démonstration, mais pour les autres, vous passez à la suite. Et voilà en fait, en quelque sorte, les éléments opérationnels les plus importants à connaître, c'est la traduction des propriétés qu'on avait énoncées avant sur le déterminant d'endomorphisme, mais ici traduite en déterminant d'une matrice. La matrice, d'abord, elle est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Donc ça, c'est la propriété la plus importante. On en avait déjà parlé dans la première vidéo et elle est essentielle parce que elle va nous permettre de calculer les valeurs propres dans le chapitre d'après. Et puis, ces propriétés 2, 3, 4, très intuitives. Le déterminant de la composée, c'est le produit des déterminants, mais cette fois-ci pour des matrices. Le déterminant de l'inverse, c'est l'inverse du déterminant. Le déterminant de la mise à la matrice à la puissance k, c'est le déterminant à la puissance k. Donc si on revient au sommaire, eh ben, ça c'est fait, ça c'est fait, et ça c'est fait, et il ne reste plus que 2 petits paragraphes, déterminant et changement de base, et déterminant et transposition. On va tout de suite à déterminant et changement de base. Alors, une matrice A et la matrice A' obtenue à partir de A par un changement de base, on a appelé ça dans le chapitre matrice, des matrices qu'on dit conjuguées. Donc c'est un rappel, hein, 2 matrices sont dites conjuguées si et seulement si il existe une matrice P dite de passage, inversible, telle que les matrices A et A' soient reliées par la formule suivante. A' égale P-1 AP. Et 2 matrices sont conjuguées si et seulement si elles sont les matrices d'un même endomorphisme dans 2 bases différentes. Alors en effet, hein, A, c'est la matrice dans la base B. Excusez-moi. Si on note B, la base canonique de K puissance n, bah A, c'est la matrice dans la base canonique de l'endomorphisme canoniquement associé à A. Et puis A', c'est la matrice de ce même endomorphisme dans la base B'. Ça, c'est ce que vous savez, changement de base. Donc, voilà, 2 matrices conjuguées, c'est les matrices d'un même endomorphisme dans 2 bases différentes. Du coup, on a la proposition suivante. Si 2 matrices sont conjuguées, elles ont le même déterminant. Et, autrement dit, le déterminant, c'est quelque chose qui est invariant par changement de base. Ça, c'est important, notamment, je crois que vous êtes maintenant assez habitué à ça en physique, en mécanique. Souvent, en physique, en mécanique, vous essayez de trouver des propriétés invariantes par changement de repère qui ne dépend pas du système de coordonnées choisi. Ben, c'est le cas pour le déterminant, pour ce facteur de dilatation des volumes. Et 2 démonstrations qui, à ce stade de l'exposé, sont très simples. D'abord, première démonstration, en vertu de la remarque précédente, A et A', c'est la matrice d'un même endomorphisme dans 2 bases différentes. Mais du coup, on a vu que le déterminant de la matrice d'un endomorphisme était égal au déterminant de cet endomorphisme. Donc du coup, du fait de cette proposition dite un peu formelle, les 2 déterminants doivent être égaux au déterminant de l'endomorphisme FA. Et du coup, ils doivent être égaux, det A et det A'. Et puis voilà une deuxième justification un peu plus concrète, un peu plus terre à terre si on veut, par calcul. Simplement, d'après l'égalité A' égale P-1 AP, ben, en utilisant les propriétés qu'on a vues jusque-là, le déterminant d'A', donc c'est le déterminant de P-1 AP, c'est donc le produit de ces 3 déterminants. Et ici, on est passé du déterminant de P-1 à l'inverse du déterminant de P. Et comme la multiplication est commutative, pas la multiplication des matrices, mais la multiplication des scalaires réels ou complexes est commutative, du coup le déterminant de P moins 1 et le déterminant de P s'éliminent. Et il vous reste déterminant de A. Voilà. Donc ça, c'est la démonstration un peu calculatoire, si vous voulez, mais un peu magique. Mais en fait, ce n'est pas par hasard que ce calcul se passe bien. Une justification un peu plus profonde, c'est l'argument 1. C'est que ces 2 déterminants représentent
en fait le facteur de dilatation d'une même transformation dans deux bases différentes. Et puis un dernier énoncé, vous voyez, dont la démonstration va être en fait un petit peu, pas forcément très simple à saisir. Donc j'ai mis la démonstration vraiment comme un complément hors programme. En revanche, l'énoncé, lui, il est important parce qu'il est important en pratique pour les calculs du déterminant. L'énoncé, c'est simplement que le déterminant de la transposée est égal au déterminant de A. Autrement dit, le déterminant est invariant par transposition. La démonstration, vous pouvez vraiment la laisser de côté, d'autant plus que si vous allez au slide suivant, regardez ce que j'ai mis en commentaire à la fin, c'est que la démonstration que je vous ai mise, ce n'est pas une démonstration qui donne vraiment la raison profonde pour laquelle le déterminant de A égale le déterminant de la transposée. Si on veut vraiment trouver la raison profonde, il faut aller regarder ce que représente réellement la matrice transposée. Alors ça, vous en avez vu un petit aperçu dans le chapitre système d'équations linéaires, puisqu'on a, dans ce chapitre, on a vu que la matrice transposée, c'est la matrice qui agit sur les vecteurs lignes, en fait. C'est comme faire agir A sur les vecteurs lignes, mais on peut formaliser ça avec les notions d'espace dual et d'application adjointe. Et donc, en poussant dans cette direction, vous arrivez à comprendre pourquoi le déterminant de la transposée est égal au déterminant de A. Mais là, on ne va pas faire ça dans cette présentation. Là, ce que j'ai mis simplement, c'est une vérification de cette égalité, vérifier que c'est vrai, en s'appuyant sur notre formule un peu générale abstraite du déterminant, qui elle-même était un complément un peu hors programme. La formule qui fait intervenir cette somme sur toutes les bijections sur n indices, avec ce moins 1 puissance, cette signature de la bijection, et puis le produit des coordonnées. Donc quand vous prenez cette formule-là et que vous l'utilisez, vous arrivez à démontrer cette égalité. Ça figure sur le slide d'après. Et je laisse ceux qui sont intéressés vérifier qu'effectivement ça marche, chaque étape marche pour passer du déterminant de A transpose au déterminant de A. Et on a donc terminé cet paragraphe et ce paragraphe. Et donc c'est terminé pour cette vidéo sur les aspects théoriques du déterminant. C'était la vidéo la plus difficile des trois certainement. Et donc ce sera plus simple. La troisième vidéo de calcul calcul explicite des déterminants. Merci et rendez-vous dans la troisième vidéo et bravo pour ceux qui ont réussi à suivre jusqu'au bout.